manière de dire. Ça tourne. Donc voilà, moi je suis ravi de te rencontrer parce que bon bah voilà quoi, t'es quand même une institution aujourd'hui, tu vois, dans la musique et plus particulièrement dans le hip-hop parce que tu fais partie des fondateurs. Je crois même que c'est toi qui as sorti le premier disque de hip-hop français si je me trompe pas. Ouais, tout à fait, ouais. Merci pour l'institution, ça me rajeunit pas, mais Ah bah écoute, hein. je pense ça comme Ouais, voilà. compliment, quoi, ça fait plaisir. Alors, comme je te disais, on avait c'est un mot qui pèse, on va dire, voilà. Ok, vas-y, excuse-moi. Non, vas-y, c'est pas de souci. Alors bon, voilà, bon forcément, tu vois, comme pour moi ça c'est voilà quand j'entends Dynasty, ça représente ça. Je me suis dit on s'est dit qu'on allait poser des questions qui étaient un peu autour de ce que je te disais tout à l'heure, donc de la musique, du hip-hop et du vinyle, l'objet en question. Ouais. Et donc du coup la première question porte un peu sur les disques puisque notre première question c'est de savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de passer des disques. Alors, ce qui m'a donné envie de passer des disques, c'est de partager des trucs que je trouvais tellement mortels, incroyables, que fallait absolument que je le fasse savoir, quoi. Ça a l'air tout con comme démarche, mais en même temps, c'est peut-être ça qui fait que tu deviens DJ ou DJ en radio, pas forcément DJ de soirée ou quoi que ce soit. Enfin, en aucun cas, j'ai voulu subir le son des autres. J'ai juste voulu trouver mon son à moi, trouver des pépites, faire des milliers de kilomètres pour les trouver et du coup les partager et ça m'a donné une impression de force dans le sens où la musique devient amour, partage et le vinyle est le centre de ce partage parce que c'est un objet qui est pas virtuel, enfin voilà. Et juste une pochette, tu la regardes, tu la sens, tu la retournes, tu vois la production, je sais pas, t'essaies de sentir un truc, tu vois un petit truc qui un nom qui il y a lui qui est dedans, donc forcément s'il est dedans c'est que c'est et du coup tu l'achètes même si tu peux pas l'écouter finalement tu l'achètes quand même et voilà ça fait depuis que j'ai 51 ans, depuis que j'ai 16 ans, j'ai pas arrêté d'acheter des disques et je me suis. Et t'as commencé par le hip-hop? Non, bah évidemment que non, le hip-hop n'existait pas, donc j'ai commencé par la soul, la funk, et le hip-hop a suivi naturellement, on va dire, c'est juste la continuité, quoi. Et après, ça s'est mis en catégorie, mais bon, ça c'est fin 80-90, mais sinon les soirées étaient communes, on va dire. Mm-hmm. Ouais, parce qu'en fait, c'était les personnes qui ont amené, enfin, qui étaient dans la funk, la soul, qui ont amené le hip-hop dans leur soirée, en fait, c'est ça? Ouais. Alors après, comment dire, je cite personne, mais les autres l'ont fait de manière différente. C'est-à-dire, se sont pas vraiment impliqués. Moi, c'est pas pour tirer la couverture ou quoi que ce soit. J'ai juste considéré que le rap c'était comme le punk pour le rock. Tu vois, le rap était l'équivalent pour la funk. C'est-à-dire qu'il y avait une génération qui était méconnue en fait. Si on considère que le premier disque de rap est sorti en 79, Rapper's Delight ou Fatback avec King Personality, enfin voilà, il y a deux disques qui sont emblématiques, qui sont répertoriés comme les deux premiers disques de rap sur vinyle, voilà, officiel. Mais bon, en fait, tout ça existait déjà depuis 73, 75, etc. Ça s'est propagé sur tous les États-Unis. Et moi, j'ai eu la chance, mais bon, la chance en même temps, je l'ai bien cherché. J'ai comment dire, à 17 ans et demi, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai travaillé à 16 ans et je suis parti aux États-Unis. Et il se trouve que j'étais à San Francisco pour essayer d'approfondir ma culture afro-américaine au sens musical et au sens tout court. C'est-à-dire que les États-Unis étaient déjà comme un aimant pour tous les gens de ma génération. Et moi, en plus, j'avais cet amour pour que j'ai connu Cité de la Pierre Plate à Bagneux, où la funk était, enfin la soul, enfin voilà, c'était déjà dans
comment dire, c'était autour de moi. Voilà, ouais. Donc voilà, c'est ça qui m'a porté à aller là-bas. Et en fait, je me retrouve à être le témoin du fait que, enfin en tant que Français, du fait que en 78, quand je mettais la radio, c'était Kepi OO, enfin entre autres, mais surtout cette radio-là, c'est une radio communautaire. Et donc il y avait de la salsa, du reggae, du dub et de la funk. Et quand il y avait donc c'était bien partagé équitablement entre chaque communauté. Et la funk, il y avait toujours une partie freestyle rap. Avant même qu'il y ait un disque de rap qui soit sorti. Donc pour moi, le rap faisait déjà partie de la funk entièrement. Et j'ai eu la chance de vivre ça. Je reviens pas encore au jour d'aujourd'hui. Ça m'a traumatisé, comme vous pouvez le constater. Mais voilà, c'est un peu ça qui m'a... Une fois que j'ai connu ça, à partir de là, de retour en France, j'ai voulu que ça soit à la hauteur de ce que j'avais connu là-bas, et c'est pour ça que je me suis investi autant et que j'ai cherché à connaître Sydney, Chabin et tous les DJ qui étaient importants à l'époque et qui jouaient à peu près le même son et qui sont des amoureux du vinyle comme je le suis, quoi. Enfin, de toute façon, c'est ce qu'on a connu, nous, c'était le vinyle, la pochette, sans pochette, mais bon, la galette, quoi, c'est primordial. Et pour toi, quelle est la différence finalement entre le hip-hop du début finalement en France et celui d'aujourd'hui? Là, il faudrait plusieurs heures, il faudrait plus de temps pour pouvoir en parler, parce que le hip-hop du début en France, c'est surtout la danse. Après, le rap français est arrivé, a commencé à prendre sa place, à forcer le respect. Mais bon, ça n'a pas été si simple. Donc ça, c'est un autre interview. Bon, là, on devait parler de vinyle, donc parlons de vinyle. Ouais, ok, ça marche. Ouais. Et moi, j'aimerais bien savoir justement quel est le premier disque que toi tu as joué dans une soirée. Voilà, c'est dit, voilà, c'est la première soirée où je vais jouer devant un public et j'ai passé ce que là. C'était lequel? Écoute, franchement, je peux pas dire un scud. En tout cas, voilà, le cheminement, c'est que en 81, il y a eu grâce à Mitterrand, voilà, les radios libres étaient possibles. Donc moi j'ai trouvé une radio qui s'appelait Arc-en-Ciel où j'ai fait ma petite émission. C'est une radio qui émettait sur le nord de Paris et la plaine Saint-Denis et un peu Saint-Denis, Aubervilliers et Saint-Ouen. Et mon émission s'appelait Funkabilly, en clin d'œil avec le rockabilly qui était à la mode à l'époque. Donc voilà, c'était Funkabilly et je jouais toutes les nouveautés et des anciennetés à l'époque. Et grâce à ça, après je me suis retrouvé à faire des petites séries jazz funk et funk dans des soirées antillaises. Et c'est par ces soirées antillaises que après j'ai commencé à me faire un petit nom. Et de là, moi j'ai considéré d'entrer le scratch comme un instrument de musique. À la base, je suis guitariste, donc finalement le mouvement est quasiment le même. Tu vois, au lieu de faire ça, tu fais ça. Mais rythmiquement, c'est quasiment la même chose. Donc, quand j'ai entendu DST sur Rock It, le fresh, bon j'ai essayé de faire la même. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis fait connaître. Mais je peux plus te parler de style de son que je jouais à l'époque. Donc, c'était hip-hop, jazz funk. Mais tout ça était totalement imbriqué à l'époque. Donc, il n'y avait pas... si t'aimes l'un, forcément t'aimes l'autre. Enfin, il n'y avait pas de souci. Sauf que dans les soirées antillaises, voilà, il y avait de tout. Reggae, il n'y avait pas encore le zouk à l'époque, c'était Begin. Et la petite série jazz funk et le hip-hop naissant. Et donc voilà. Et du coup, je me suis retrouvé à être le sélecteur pour ces sélections-là. Et du coup, ça m'a fait le plus grand bien de voir des gens danser sur mes sons, et c'est comme ça que j'ai pris le vice et je me suis dit,
ça m'a fait tellement de bien que j'ai voulu me refaire du bien d'autres fois. C'est pour ça que je suis encore là. Jusqu'à maintenant. Et ton plus beau souvenir justement dans la musique? Bah, c'est pareil. Ça sera l'année prochaine. Super. Ok, ça marche. Et vous verrez pourquoi. Parce que justement, quels sont tes projets, parce qu'on parle beaucoup de passé, mais bah, c'est des projets, mais c'est trop, comment dire, c'est trop cendré en langage parisien pour pouvoir en parler. Voilà, juste je peux pas. Sauf que rendez-vous l'année prochaine. Voilà. Ok. Le rendez-vous est pris avec grand plaisir. Et ok, super. Et j'ai plus que 2 petites questions à te poser, qui sont complètement différentes. La première, c'est qu'est-ce que représente le vinyle pour toi? Le vinyle représente pour moi le dernier objet non virtuel. Pour tout, comment dire, que t'aimes le jazz, la variété française, le classique ou quel que soit le style de musique que tu aimes, le vinyle reste le dernier support non virtuel. Voilà. Et vu le monde d'aujourd'hui, je pense que ça a son importance. Et c'est pour ça que beaucoup de gens reviennent au vinyle, se rachètent des platines, rachètent des disques qu'ils avaient vendus et qu'ils ont échangé pour des ils ont racheté des CD, ils ont revendu leurs vinyles, ils ont racheté des CD, finalement ils revendent leurs CD pour racheter les vinyles. Enfin, c'est assez je trouve l'histoire elle est belle. Tout le monde a dit que le vinyle allait disparaître, c'était en 85-86 que le CD allait tout balayer grâce à la house, pas trop grâce au hip-hop mais surtout grâce à la house. Il y a eu tellement de production en vinyle que du coup le vinyle a résisté. Et puis le hip-hop aussi a participé évidemment. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, il y a une résistance qui existe à travers le monde. Et par exemple, si tu sors un album au jour d'aujourd'hui, t'es sûr, si tu fais 1000 copies, t'es sûr les 1000 vinyles tu vas les vendre, les 1000 CD t'en vendras 500. Voilà. Bon, l'histoire est drôle, hein. Bah carrément. Ouais. Et alors la petite dernière question, est-ce qu'il y a un vinyle que tu emmènes toujours avec toi? Non. Il y en a plusieurs que j'emmène toujours avec moi, mais un c'est un peu limitatif. Ok, plusieurs, moi je sais pas, peut-être. Mais pour résumer, comment dire, c'est juste qu'il est trop précieux, donc je l'emmène plus. Voilà, c'est Isley Brothers, l'album de It Is On. Il y a le morceau For the Love of You qui a été repris par Tupac, et aussi le morceau Fight the Power qui a inspiré le Fight the Power de Public Enemy. Voilà. Et ça date de 75 et ça m'a accompagné depuis que j'ai 15 ans. Merci pour tout, Dynasty. Bah de rien. Merci à vous. Merci.